Bonjour Adrien Gomi. Bonjour. Député de la majorité, membre de la commission des affaires étrangères et grand fan de foot, paraît-il. Vous avez dit, s'il y en a un dans la majorité qui connaît le foot, c'est Adrien Gomi. Et vous êtes là ce matin, supporter que vous êtes. Et dans quel état d'esprit ce matin? On est triste? On éprouve une immense fierté parce que sincèrement le parcours des Bleus est assez incroyable. Si on nous avait dit il y a 2 mois qu'on terminerait en finale et à ça de décrocher le titre, on nous aurait probablement rigolé au nez. Donc je pense qu'on peut être fier. Triste parce que le sport malheureusement est cruel, on l'a vu, la séance de tir au but, personnellement je déteste ça. J'ai été marqué par la finale de 2006 qu'on avait également perdu au tir au but, j'avais 17 ans, je me souviens très bien de ce moment très triste. Mais en tous les cas on peut être fier et on peut dire un grand merci aux Bleus, un grand merci à Kylian Mbappé qui est un joueur de classe mondiale assez incroyable. Deuxième mi-temps incroyable, mais première mi-temps avec des Bleus complètement dominés par l'Argentine. Honnêtement, après le coup de sifflet à la mi-temps, vous y croyez encore à la victoire possible ou pas du tout? Tout est possible dans le football, c'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça que c'est un événement planétaire et que c'est suivi par autant de personnes dans le monde. Donc sincèrement, vous y croyez encore un peu? J'y ai cru. Ah oui. J'y ai cru, véritablement. Au début de la deuxième mi-temps, j'étais plus qu'inquiet. Mais bon, finalement, le coaching de Didier Deschamps a été incroyable. Et puis on a vu un Kolo Muani particulièrement dynamique qui a porté l'équipe et qui a poussé. Ça se joue à quoi, à votre avis, justement, la remontada comme ça? C'est le moral? C'est le physique? C'est le mental. C'est véritablement le mental. Et c'est vrai qu'aussi l'équipe d'Argentine a un peu baissé de rythme. Ils étaient émoussés. Je pense que ça a joué aussi dans notre remontée. Alors Adrien Gomi, des joueurs effondrés à la fin des tirs au but ratés, évidemment. Et un président de la République tentant de réconforter les joueurs. Il est allé sur le terrain à l'image de Kylian Mbappé qu'il a pris dans les bras sur la pelouse. Est-ce que c'est ça aussi le rôle d'un chef de l'État? C'était de belles images, sincèrement. Je pense que le rôle d'un chef d'État, en tous les cas qui aime le foot, c'est de le montrer et de ne pas le cacher. J'entends les critiques qui sont faites souvent aux extrêmes de l'échiquier politique. De toute manière, quoi que fasse le président de la République, il sera critiqué par ceux-ci. Mais en réalité, c'est peut-être de belles images. Et je pense que les Français peuvent être fiers d'avoir un président qui aime le foot, qui aime le sport et qui ne s'en cache pas. Une Coupe du Monde amère à plus d'un titre tout de même pour les défenseurs des droits de l'homme, des femmes, des LGBT. Le président de la République qui fait 2 fois l'aller-retour à Doha en quelques jours, sa présence évidemment a été très critiquée par les oppositions, vous le disiez. Il devait quand même faire ce déplacement malgré le contexte du Qatar qui était particulier. C'était très important, je pense, d'être présent. Et puis vous savez, il faut cesser en France d'être dans l'hypocrisie permanente. Pourquoi? Parce que la Coupe du Monde a été attribuée il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans, par les instances de la FIFA. Et puis on s'est réveillé 1 mois, 2 semaines avant le début du tournoi, en disant finalement, il y a un problème de droits humains, il y a un problème écologique dans l'organisation de cette Coupe du Monde. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit avant? Pour ne pas le citer, un certain sénateur à l'époque, il y a 13 ans, disait, Jean-Luc Mélenchon pour ne pas le citer, disait au moment des Jeux Olympiques de Pékin qu'il ne fallait pas boycotter un événement au moment où il s'apprêtait à débuter. Bon, bah, écoutez, je préfère le Mélenchon d'il y a 13 ans que le Mélenchon de maintenant. Il y a la présence du chef de l'État, mais il y a aussi ce qu'il a dit, son silence d'un certain point de vue sur certains thèmes et son soutien très clair au Qatar. Quand Emmanuel Macron dit le Qatar l'organise très bien cette coupe, sans un mot sur le reste. Est-ce que vous trouvez ça normal? En termes d'organisation, c'était une opération réussie, il faut le dire. D'ailleurs, je tiens à saluer les forces qui étaient présentes, les forces françaises qui étaient présentes là-bas pour assurer l'organisation. Mais vous avez vu que la ministre avait porté notamment les couleurs LGBT sur son pull il y a quelques jours. Soutien discret, mais elle était toute seule. C'était un soutien, en effet. Et le président de la République, je peux vous livrer un mini-scoop, a eu un échange avec Gianni Infantino hier sur cette question-là, en disant que les conditions de l'attribution des compétitions sportives devront prendre en considération un certain nombre de paramètres, notamment l'écologie, l'impact environnemental et puis aussi la question des droits humains. Mais j'aimerais revenir juste 1 minute là-dessus. C'est très important pour que les téléspectateurs nous comprennent bien. Je suis certain d'une chose, le boycott n'aurait pas amélioré la situation des droits humains au Qatar. C'est justement ce coup de projecteur qui a fait qu'on a pu voir l'instauration notamment d'un salaire minimum, trop faible, bien trop faible, on est d'accord, et qu'aussi il y a eu la suspension de la kafala. La kafala, vous savez, ce système où l'employeur a un droit plus que particulier sur ses employés de sortie et d'entrée, notamment sur le territoire qatarien. Mais entre le boycott et ne rien dire, Adrien Gomi, il y a une marge, il aurait pu dire un mot, Emmanuel Macron. Écoutez, dans tous les cas, je pense que par la voix de la ministre des Sports,
on a entendu un certain nombre de choses. Et puis Emmanuel Macron, comme il l'a dit à plusieurs reprises, ne s'est pas retenu pour dire un certain nombre de choses à l'émir dans des entretiens bilatéraux. Vous savez, c'est la position qu'adopte Emmanuel Macron sur beaucoup de sujets internationaux. Et je pense que c'est le bon, c'est celui de maintenir un dialogue et de penser que c'est par le dialogue et par aussi l'écoute et la pression, par certains moments, qu'on fait avancer les choses. Amnesty International, on ne peut pas qualifier Amnesty International d'être particulièrement pro-macroniste, a dit en effet le boycott serait une mauvaise idée. On fera avancer petit à petit la situation des travailleurs étrangers notamment. Mais sans parler de boycott, il y avait d'autres moyens de s'exprimer. Silence du chef de l'État, de la fédération, des joueurs aussi. Ça c'est intéressant, les joueurs. Est-ce que c'était leur rôle peut-être d'aller un tout petit peu plus loin que ce silence quasi généralisé qu'on a entendu au sein de l'équipe de France? Ça, vous savez, c'est une décision qui leur appartient. En effet, ils auraient pu le faire, ils ne l'ont pas fait. C'est une décision de l'équipe, une décision de la fédération. Dans tous les cas, je retiens que véritablement, la ministre des Sports a envoyé un message, a été courageuse et je la soutiens dans cette démarche. Le sport est politique, cette Coupe du Monde l'a prouvé quand même. Oui. Sincèrement, oui. Alors, on a souvent tendance à réduire les choses en France. Le président de la République parlait, lorsqu'il disait, puisque vous y faites allusion, lorsqu'il disait que le sport n'est pas politique, de justement cette question de boycott ou non boycott. En réalité, oui, on est d'accord, le sport est politique. Un mot de la situation quand même à la Fédération française de foot. Noël Le Graët, 81 ans. Doit-il rester à son poste malgré les nombreuses polémiques, malgré les accusations de harcèlement qu'il conteste, on le rappelle? Écoutez, je ne vais pas commenter une affaire en cours et des accusations qui ont été prononcées à son encontre. Non, mais que doit faire maintenant l'État, ministère de tutelle, ministre des Sports? On laisse faire ou on intervient en disant bon, maintenant ça suffit, on passe à autre chose? Je ne suis pas ministre des Sports, je ne peux pas vous répondre à cette question. Dans tous les cas, Noël Le Graët a rempli sa mission jusqu'ici, donc on verra, notamment pour le cas de Didier Deschamps, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Dans le cas de la Fédération française de foot, c'est le ministère, l'État qui a quand même la main, ou le foot est tellement puissant que c'est la Fédé qui fait ce qu'elle veut? Non, je pense que c'est un dialogue, c'est un échange entre le ministère et la Fédé. Un échange, ce n'est pas le ministère qui impose... Non. Son choix. Il y a un autre pays contre lequel vous aimeriez que la France, en tout cas, durcisse sa position et sur lequel vous vous êtes engagé, c'est l'Iran. Vous avez déposé fin novembre une résolution en soutien au mouvement pour la liberté du peuple iranien. Je rappelle que vous êtes vous-même issu, descendant d'Iraniens. Vous êtes... Est-ce qu'on pense, pardon, d'un point de vue très clair, est-ce que vous pensez qu'on est trop tendre avec le régime de Téhéran aujourd'hui? Non, on est trop silencieux? Je ne pense pas. C'est vrai que depuis le décès de Mahsa Amini, le 16 septembre dernier, je suis particulièrement mobilisé avec les collègues de la majorité présidentielle sur le sujet. C'est la raison pour laquelle on a présenté, vous avez raison, une proposition de résolution visant à soutenir le mouvement à l'œuvre en Iran. Voté à l'unanimité des groupes. Premier texte, comme quoi on peut trouver des accords sur les sujets importants. Des choses sont faites. Je pense que le président de la République, en recevant notamment les 4 Iraniennes à l'Élysée, en ayant tenu des propos très clairs sur les antennes de vos confrères de France Inter, en qualifiant le mouvement de révolutionnaire, est allé loin dans le soutien au peuple iranien. Il y a des sanctions européennes, c'est ce qu'on demandait notamment dans la proposition de résolution, des sanctions européennes contre les dignitaires iraniens qui sont responsables de la répression. Ils sont très timides, les sanctions européennes. Écoutez, non, c'est la quatrième vague de sanctions européennes qui a été votée la semaine dernière par les 27 pays de l'Union européenne. Concrètement, c'est le gel des avoirs financiers qu'ils détiennent en Europe. C'est l'interdiction aussi de voyager dans les 27 pays de l'Union européenne. On voudrait que ça aille plus loin, bien évidemment, mais je peux vous dire que réellement, des choses sont faites et on avance pas à pas. Pour finir, vous croyez que la rue parviendra à faire plier le régime des mollahs? Dans tous les cas, ce que j'observe, c'est que, contrairement au mouvement passé, notamment au mouvement vert, qui avait eu lieu il y a quelques années, on voit que ça touche toutes les strates de la population. On voyait il y a quelques jours encore les commerçants du bazar de Téhéran se mobiliser, se lever contre la répression ignoble qui est faite par le régime. Je n'ai pas de boule de cristal malheureusement, mais je trouve que les Iraniennes et les Iraniens font preuve d'un courage admirable. Et le rôle de la France, le rôle de l'Union européenne, c'est de les soutenir. En espérant qu'ils aillent un peu plus loin, qu'ils arrivent à chambouler. Il faut continuer les sanctions. On a eu aussi une mesure très symbolique et importante la semaine passée, avec le vote favorable de la France, l'exclusion de la République islamique d'Iran, de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. C'était une aberration au regard de la politique qui est menée là-bas. Merci beaucoup Adrien Gomi d'être venu dans les 4V. Très bonne journée. Merci à vous.